Engel. Excuse-moi, j'ai un appel. En mode avion, avec Fred Testo. Aujourd'hui, je reçois dans En mode avion Laetitia Ido, Arnaud Sélignac. Je dis bienvenue à la réserve. Nous embrassons Jérôme Banquetel, le chef d'un talent hors norme. Et évidemment, merci à toute l'équipe de nous recevoir. Laetitia, qui est comédienne, autrice, compositrice, chanteuse. Elle fait aussi très bien les mots croisés. Mais pas la cuisine. Et pas la cuisine, voilà, mais on en saura un peu plus bientôt. Et Arnaud Sélignac, réalisateur, avec qui j'ai eu la chance de tourner 2 fois déjà, donc je pense qu'il va m'annoncer un 3e tournage pendant ce repas, en tout cas je l'espère. Je fais aussi du business pendant ce podcast, oui, c'est pas que du plaisir, il y a aussi un intérêt, évidemment. Et Arnaud, donc réalisateur, auteur et ambianceur aussi. Hein. Ambianceur. Avec une voix pareille, ce serait dommage de pas... Oui, il a une magnifique voix, d'ailleurs il pourra Incroyable. peut-être décrocher des choses par rapport au studio qui produit ce podcast. Voilà, donc la discussion est là, hein. Sachez que vous êtes très libre, vous pouvez vous lever à des moments en prenant bien votre micro, s'il y a des trucs que vous voulez pas dire, on le dit même. Ouais, ça tu peux le couper s'il te plaît quand j'ai parlé sur Sean Penn, toi je veux pas trop qu'on soit... Moi j'ai pas envie qu'on sache que je sois pote avec... T'as eu une histoire avec Sean Penn. Voilà, j'ai eu une histoire avec Sean Penn, j'ai pas envie. On n'est pas obligé de... Et puis tu peux être hétéro et être très amoureux d'un garçon aussi et avoir vécu quelque chose, tu vois. Oui. Tout de suite, ah ça y est, il est homo, donc il fait son coming out, bon voilà. Pas du tout. Et donc voilà, et comment ça va sinon avec cette période? Donc Laetitia, tu es en tournage. Arnaud vient de finir un tournage. Je viens de finir même le projet en entier. J'ai fini le mixage il y a 15 jours. Ah non? Non, c'était une adaptation de la série This Is Us. Ah waouh. Ouais. Ah trop bien. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler quand même en préambule, parce que j'allais oublier que Arnaud m'a fait connaître la série Fauda sur Netflix, en disant tu devrais regarder cette série, donc je vous encourage à regarder aussi si vous nous écoutez, dans laquelle joue merveilleusement bien Laetitia en face de moi, dans le podcast. Voilà, donc c'est très drôle et je suis très heureux de vous faire vous rencontrer. Ouais. J'étais très très fan de la série. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'est arrêté, il n'y a pas eu de... Non, si, ça continue, plus que jamais. Ça continue. Saison 4 est en écriture. D'accord. Oui. Mais bon, on va pas faire de spoiler. Oui, on va pas faire de spoil. Oui. Mais tu es dedans. Je ne peux rien dire. Justement, Laetitia, est-ce que par rapport à une série comme ça sur Netflix qui passe dans 190 pays du jour au lendemain, c'est quand même un nouveau truc dans notre vie actuelle qui est fou, est-ce que ça a changé complètement complètement. le regard des gens? Moi-même, je croyais que tu habitais à l'étranger, par exemple. Oui. Tu vois, oui, les gens... là, je viens de travailler avec Yvan Attal, par exemple. La première fois qu'il m'a vu, c'était dans un festival, et il a mis quelques secondes avant de me parler en français. En fait, il me regardait comme une bête curieuse, en se disant, mais dans quelle langue je lui parle? Puis après, il me dit, ah bon, alors vous êtes française, mais qu'est-ce que vous faites là? Donc ça a été tout un truc. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me connaît pas et qui connaît la série, il y a cette espèce de petite sidération. Alors je leur réponds toujours ça me fait beaucoup rire. Je leur dis mais moi je suis ardéchoise en fait, ce qui est vrai. Ça a fait beaucoup rire. Non mais parce que t'as un truc avec la série aussi, je trouve. Maintenant on vit avec ça. Arnaud, tu viens d'en finir une autre en tant que réalisateur, mais c'est que t'es vraiment en immersion. Moi j'ai adoré comme toi cette série. Et quand tu rencontres la personne qui joue dedans, t'as aimé ce rôle, t'es imprégné. Voilà, je te dis, t'es en immersion. Quand tu la rencontres en vrai, moi, tu te souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a un projet de théâtre ensemble, ou autre d'ailleurs, on a plein de projets ensemble secrets avec Laetitia, dont on parlera pas du tout. Voilà. Finalement, vous ne pouvez pas parler de vos projets. On peut pas parler. Finalement, oui, ça va s'arrêter dans 5 minutes. Enfin, quoique. Ah non, moi je vais voir parler. ce qu'on Non, peut je vais dire. parler. Non, mais du coup, c'est vrai que t'as un peu envie de faire des vannes, des trucs, parce que t'es tellement dans la série que, tu vois, tu te souviens, c'était... Ah, j'adore. Tu peux pas c'était super drôle. lâcher. Non, et puis c'est la différence... Ça dit, mais je pensais que moi aussi, je pensais peut-être t'habitais où en Angleterre. Ouais, tu t'imagines des choses. Ouais. C'est normal parce que je suis la seule dans la série qui n'est pas originaire du Moyen-Orient. En fait. Enfin, Oui. pas complètement. J'ai quand même une mère libanaise. Ah, quand même, tu vois. Enfin, quand même. Mais par rapport à Israël-Palestine, j'ai pas de lien direct. Et donc, les gens pensent toujours que je suis pas d'ici, mais voilà. Et d'ailleurs, la vague, enfin, comme tu disais, il y a une vague. Alors, la vague Fauda, elle a été mondiale, mais surtout aux États-Unis. C'est énorme. C'est-à-dire que vraiment, là-bas, c'est tous les gens du métier l'ont vu et nous écrivent régulièrement et ça nous donne d'autres opportunités. Moi, j'ai eu Terrence Malick comme ça. Oui, c'est ça qui est dingue. D'un coup, il y a une directrice de casting qui m'appelle et me dit je peux pas vous l'écrire parce que j'ai pas le droit de le dire. Enfin, elle n'a pas le droit de l'écrire, quoi. Il fallait qu'elle le dise. On n'a pas le droit de dire beaucoup de choses Non, aujourd'hui. c'est incroyable. C'est drôle. Et alors, je me suis assise quand elle m'a dit le non, quoi. Donc voilà, il y a tout ça. Et en France, comme par hasard, les Français, toujours plus lents que les autres, mais plus fidèles à la longue, je trouve, ont mis beaucoup de temps, en fait, à comprendre que cette série existait, parce qu'elle n'a pas été diffusée sur Netflix tout de suite.
Non. En France. Je sais, mais On moi était j'avais une réunion. C'était le dernier pays. Oui, moi j'avais une réunion à France Télévisions, j'ai parlé de Fauda, et tout le monde m'a regardé en disant Ouais. Alors que c'est maintenant... une série israélienne, incroyable, en plus on parle hébreu, enfin je sais pas Hébreu comment et c'est arabe, aux ouais. États-Unis, mais en tout cas moi je l'ai vu en hébreu, En sous-titré. VO, ouais. Tu te dis, voilà, je veux dire, il faut pas être complexé par rapport à la langue française, où tout le monde dit, ah oui, mais les Français, si on parle en français, on pourra pas vendre nos trucs. Je dis, bah si. non. Ouais. Regardez les Israéliens, regardez les Danois, enfin les Scandinaves. C'est génial. Oui, c'est la force des plateformes, c'est ça. C'est de diffuser en version originale et après, c'est... Mais nous, on a encore ce sous-titré. complexe de cette langue qui est pourtant très belle, je veux dire, français. Oui. Oui, mais c'est vrai que ça nous ouvre à d'autres horizons. Là, quand j'étais à Cannes Série, on a entendu des langages complètement différents. On est passé du danois au russe, à l'argentin, à l'espagnol. Ça n'arrêtait pas. Et en fait, il n'y a aucun problème pour suivre des séries. Enfin, je sais pas si c'est une question d'habitude. On s'est habitué à voir des séries en langue étrangère, mais là, il n'y a plus aucun problème par rapport à ça. Donc, pour la 4e saison, donc t'es dedans ou pas? Il faut que tu regardes. Non, mais c'est un Non, Mais je la c'est regarderai, génial. de toute façon, je la regarderai. Mais c'est vrai avec que la ou sans toi. vague en France, là, ça y est, quoi. Là, c'est parti. Ça y est, j'ai plein de. Toi, d'ailleurs, Arnaud, t'as toujours voulu faire réalisateur ou pas? Alors non, au départ, je voulais être photographe. Mais depuis très petit, j'avais un petit appareil en plastique pourri et je faisais des petits romans photos à l'âge de 12 ans comme ça. Ah Et oui. je faisais des histoires avec mes copains, on faisait des histoires policières, des trucs débiles. Mais et puis je suis devenu photographe. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et au bout d'un moment, surtout dans la mode, et je m'ennuyais. Franchement, je m'ennuyais. Et je me suis acheté, j'ai tout revendu. J'ai acheté une caméra Super 8 et j'ai fait un long métrage. J'ai fait un long métrage en Super 8. Tout seul. Enfin, avec des copains, Ouais, voilà. ouais, non, mais... Et tout seul, que j'ai produit moi avec l'argent de la vente des Hasselblad et des Nikon. Et on peut citer des marques, ouais. Oui, on a le droit. Au contraire, même Sponsorisé. si d'ailleurs les marques peuvent nous renvoyer des cadeaux à l'adresse du studio. Non, et j'ai fait ce long métrage que j'ai monté, qui durait 1h30 à peu près, 1h40. Je l'ai montré à un petit festival, enfin à La Rochelle, il y avait un festival de cinéma, entre autres. Je l'ai montré, et là j'ai rencontré un réalisateur qui est sorti de la salle à la fin du truc, qui m'a parlé en anglais, et qui m'a dit ce film est bourré d'erreurs, mais il y a des choses absolument magnifiques. Et il me dit voilà, j'ai pris quelques notes, et il me donne une page de notes. Et je dis, mais vous êtes qui? Et il me dit, je suis John Boorman. Ah oui. Voilà. Regardez, pour ceux qui ne connaissent pas, sur Internet, vous allez comprendre. Voilà, Délivrance, Excalibur. Et qu'est-ce qu'il faisait à ta projection? Bah lui, non, il était invité d'honneur au festival. Donc voilà, Festival. et je ne sais pas qui a voulu l'envoyer voir ce génial. truc. C'est génial. Et là, je lui ai dit, écoutez, je connais personne. Je connais absolument personne. Si vous avez évidemment besoin d'un porteur de café, quoi, Pour mettre vos chaussures. voilà, ou... je suis prêt à tout. Et en sachant bien qu'il me rappellerait jamais. Et 3 mois après, il m'a rappelé. Ouais. Et il m'a dit, écoutez, je produis pas, là, je réalise pas, mais je suis directeur des studios de Dublin. Je vais produire, enfin, on va recevoir un film qui est le remake du Samouraï de Melville, avec Patrick McGowan et Lee Van Cleef. Par contre, le réalisateur veut absolument le chef opérateur de Melville, qui est un vieux monsieur, Henri Deca, et voilà. Et est-ce que vous pouvez être son chauffeur, traducteur, etc. J'ai dit, mais j'arrive tout de suite. Et j'ai passé donc 4 ans entre l'Irlande et l'Angleterre, parce que je suis resté là-bas. J'ai assisté. C'est ouf. Après, j'ai été assistant stagiaire sur le film de Neil Jordan, etc. Et après, j'ai fait entièrement Excalibur. T'as appris, en Et fait, comme ça. Ça a été mon école de cinéma. Ça a été mon cinéma. école de cinéma, et c'est là où j'ai écrit. J'ai fait un film pour la BBC qui était une comédie musicale de 30 minutes sur le débarquement, qui s'appelait World War II Boubou Bidou. C'était une comédie musicale sur le débarquement. Suite à ça, j'ai écrit un film qui s'appelait Nemo, que John Boorman a produit. Comme quoi. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Génial. Et toi, Laetitia, tu as commencé comment? Oula. Moi, je voulais être artiste au sens large. Je savais pas exactement comment. Donc, j'ai tenté les beaux-arts et architecture. Et j'ai été prise en archi
Et dans une école de beaux-arts, le jour où j'y suis allée, en fait, à l'examen, il y avait des gens qui faisaient des cercles avec du fil de fer et par-dessus, ils mettaient du papier WC. Et là, je me suis dit, mais un petit problème, en fait, je pense que je ne suis pas au bon endroit. Et je me suis dit, un peu peut-être, j'ai fait une erreur, je sais pas, je me suis dit, c'est plus sérieux. Si je fais architecture, c'est quand même un petit peu plus... ça va faire plaisir à mes parents. Donc j'ai fait architecture. Parce que j'adorais l'espace, j'ai toujours aimé l'espace. D'ailleurs, après, j'ai fait de la scénographie, de théâtre. Enfin, il y a un truc avec l'espace qui fait que moi aussi, j'ai beaucoup fait de photos. Enfin, j'adore ça et je crois le compas dans l'œil. Et tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc où d'un coup, tu sais que c'est là qu'il faut poser et pas là. Voilà. Donc j'ai fait ça, mais sauf que j'étais très malheureuse parce que je faisais mes nuits à faire des maquettes, ce qu'on appelle être charrette en archi et dans d'autres métiers. Et un jour, voilà. Allô, non, je suis charrette, je peux pas ce soir. Et puis une copine m'a dit, oh là là, j'ai fait une bêtise, je me suis inscrite au conservatoire de théâtre, d'art dramatique, j'ai passé le concours, j'ai été prise. Et en fait, c'est horrible. Ils m'ont demandé de m'allonger sur le sol et de hurler, je me suis mise à pleurer, je suis traumatisée. Toi, t'es un peu original. Ah bon? Vas-y, si tu veux, prends ma place. Ils acceptent. Parce que c'est des concours, donc il y a quand même que 10 places par an, tu vois. Bah oui. Mais ils acceptent, pour pas gâcher, prendre une auditrice libre. Alors j'ai dit, ok. Et j'y suis allée, et là j'ai fait à peu près un cours et demi, et j'avais déjà décidé que c'était fini les maquettes. Je me suis dit, ah d'accord, donc en fait, mon rêve de base, on va dire, de départ, c'est vraiment les mots, c'est vraiment écrire. Mais je savais pas quoi faire avec tous ces trucs. Donc je faisais des concours de nouvelles, j'en gagnais de temps en temps, je faisais des concours de dessin, je les gagnais souvent. Voilà, qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Je savais pas. Et je suis allée à ce cours et j'ai vu que ces gens pouvaient, j'ai compris, en fait, ils pouvaient être payés, quand on serait grand, pour dire des mots. Et je me suis dit, mais c'est génial, moi je fais des trucs, des maquettes en carton toute la nuit, j'arrête. Et donc, vraiment, 6 mois après, j'étais à Paris. Et j'ai demandé une sorte de mutation d'école, d'archi, histoire de faire illusion. Et pendant cette 3e année d'archi, j'ai réalisé un film. J'ai fait de la scénographie. Un petit mignon film. Mais c'était chouette. C'était quand même une bonne formation pour tout ça. Puis j'ai tout de suite enchaîné sur la scénographie théâtrale. Donc, en me formant, en continuant à la fac à faire... J'ai fait une licence, puis un master de scénographie, espace non théâtraux, espace théâtraux, enfin plein de trucs. Et puis en parallèle de tout ça, en fait, dès que je suis arrivée à Paris, j'ai commencé les écoles de théâtre. Et alors, je les ai toutes épuisées. Je crois que j'ai fait 6 écoles. En fait, je ne trouvais pas du tout ce que j'étais venue... Enfin, je savais pas ce que j'étais venue chercher, mais je savais qu'il y avait un problème, quoi. Ça n'allait pas, ce qu'on m'enseignait. De penser à ma grand-mère sous un bus pour pleurer ou de me souvenir des mémoires émotionnelles de l'odeur de la bougie, tu vois, le jour de l'enterrement. Ça marchait pas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Avec moi, en tout cas, ça marchait pas. Ouais. Les 100 questions des personnages, sa faille, sa plus grosse... Je le faisais, très consciencieusement, mais j'étais triste. D'ailleurs, on me le disait tout le temps, t'as l'air triste. Ça va? Ouais, tout le temps. C'était bizarre, ça va? Ouais. C'est vrai. Et un jour, à la 6e école, on m'apprend l'inverse, l'absolu opposé. On m'apprend Meisner, donc à peu près l'inverse de Stanislavski. Meisner, qui est un élève de Stanislavski, en fait, et qui, lui, t'apprend que tu joues uniquement dans l'instant présent et dans les yeux de l'autre. T'arrêtes de te prendre la tête avec ton cerveau et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as préparé, et t'as le droit juste de te plonger dans les yeux de Fred et se dire qu'est-ce que je ressens. Peut-être que je suis bien. C'est drôle. Non, et là, ça s'est tout éclairé. C'est-à-dire que là, en fait, au lieu d'être sur soi, t'es sur l'autre. Ouais. Donc là, ton métier prend sens. Enfin, pour moi... T'as trouvé le... oui. C'est que j'étais là parce que je me disais, ce qui m'intéresse, c'est la sociologie humaine dans ce métier-là. Moi, je suis d'accord, en fait. Complètement d'accord avec ça. Ouais. Et c'est pas l'intro. Voilà. D'un coup, ça a été la révélation. Et là, à partir de là, j'ai eu une série américaine que je suis allée tourner là, Strike Back, où je faisais une Touareg avec une calache. C'était marrant. Et puis d'autres trucs. Après, les autres choses ensuite se sont déroulées en France. HeroCorp, Cléopâtre dans un docu Arte. Puis bref. Et jusqu'à maintenant, Fauda. Et la seule chose que je fais, c'est aiguiser ça maintenant. Aiguiser ça comme un danseur, comme ils disent dans cette technique. C'est un muscle, quoi. On aiguise le muscle de l'émotion, mais avec l'autre. Et là, je suis devenue passionnée. D'ailleurs, il faut m'arrêter de parler parce que... Non. Oui, on va t'arrêter, mais après, il y a un bip, de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais parce que d'un coup, d'un coup, ça a changé. Non, mais c'est marrant ton histoire, parce que après, justement, Nemo, le film dont je parlais, etc., j'ai rencontré Patrice Chéreau à un dîner, et il m'a parlé de toute l'année qu'il allait faire, enfin, opéra, théâtre, film, etc. Et je dis, mais moi, j'ai envie de vous suivre pendant 1 an.
Tu m'étonnes. Vraiment. Et bizarrement, il a dit ouais, ok, d'accord. C'est parti. Et c'est parti. Ah, génial. J'ai fait le film. Quelle chance. Et là-dessus, il m'a proposé, après, de faire partie du jury de l'école de Nanterre. Et il y a une fille, à un moment, qui est apparue, entièrement recouverte d'argile. Ah ouais. Et elle a joué, et c'était d'ailleurs vachement bien. On a dit, bon, mais très bien, et pourquoi vous êtes recouverte d'argile, etc. Et là, elle a dit, parce qu'en fait, la fille qui devait passer le concours, finalement, a pas voulu le faire, a craqué. Et donc, j'ai dit, je le fais à ta place. Oh, c'est génial. Ouais. Elle s'est cachée, du coup, sous Ouais. le... Et du coup, comme on avait les photos des candidats, génial. des machins, etc., C'est génial. Ah ouais, les concours, de toute façon, c'est... mais c'est dur ça. Moi, j'en ce ai que tu te jamais eu dis. un seul, jamais. Ouais. Mais un jour, j'ai rencontré Dominique Blanc, qui jouait Phèdre. C'est Ouais. juste magnifique. Je suis allée la voir et je lui ai dit, voilà, je sais pas trop quoi vous dire, merci, j'ai envie d'être comédienne. Et là, elle m'a serré la main comme ça, avec un air très grave, et elle m'a dit, bon courage. Bon courage, madame. Et je lui ai dit, oui, mais justement, vous savez, je passe des concours, je suis jamais prise. Et là, elle m'a dit, alors là, c'est très bien que vous me disiez ça. Moi, j'ai jamais été prise nulle part. Vous voyez? Et aujourd'hui, voilà où je suis. Et là, je me suis dit, ok, ne lâche pas, ne lâche pas. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que quand tu rencontres des gens sur les tournages, des gens qui habitent à côté, vous êtes en tournage, machin, bonjour, machin, tu rencontres. Et souvent, moi, enfin, quasiment même, je dirais, pour me donner des pourcentages qu'on est vachement à la télé en ce moment sur des sondages et des pourcentages, je dirais à 90%, à chaque fois, les gens te disent, bon, ok, merci beaucoup, et bon courage, hein. Et tu dis, c'est super mignon, je trouve, de dire bon courage, parce que, et là encore, le dernier tournage que j'ai fait, les gens disent, vous refaites 50 fois les déplacements et tout. Je dis, oui, 2 fois, mais des fois, ça peut être 2 fois, c'est parce que ça suffit. Ouais. Mais parce il y a plein d'angles de vue, donc il y a différents plans, en fait. Donc, après, il peut y avoir des gens qui refont 200 prises. Pas forcément bien. D'accord. Et je pensais à ce que tu as dit tout à l'heure sur la méthode. Moi aussi, je me disais, pendant longtemps, enfin, on est à peu près d'accord sur ça, de l'instant, de ce que les autres dégagent, et avec un réalisateur, une réalisatrice, avec des comédiens, des comédiennes, tous ensemble, quoi. Chacun avec sa formation, d'ailleurs. Non, mais ce que disait, quand je parlais de Chéreau, il rejoint ce que tu dis. Il disait, arrêtez, ne pensez pas, ne pensez pas. Ah oui, voilà. Réagissez, vivez le truc, là. Voilà. Peut-être que demain soir, ce sera autre chose, mais c'est pas grave. C'est ça qui est excitant. C'est comme ce podcast, tu peux le faire, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de règles, donc tu peux le faire 10 fois, ça sera 10 fois différent. Parce qu'en plus, on se sera déjà vu, donc après, ça se verra au bout de 10. Mais attends, qu'est-ce qu'ils font, là? Il fait 100 kilos, Fred? Ouais, oui, 110 kilos. C'est pas toi qui m'avais raconté cette anecdote sur l'instant présent entre les différents styles de jeu. Mais c'est je crois dans le film Le Lauréat avec Dustin Hoffman et l'autre acteur. Dustin Hoffman et Laurence Olivier. Voilà. Oui, non, mais ça c'est dans. C'est pas Le Lauréat? Non. Marathon Man. Marathon Man. Ah voilà. Où t'as effectivement Dustin Hoffman qui avant la scène fait 4 fois le tour du pâté de maison et revient complètement essoufflé. Il dit là on peut y aller. Et il joue avec Laurence Olivier et il dit mais toi tu te prépares. Il dit non moi je joue. C'est tout. Voilà. On n'a pas besoin de jouer le mec. Non. Je joue le mec essoufflé. Voilà, quoi. Ouais. C'est ça. Et l'autre se préparait pour être essoufflé. Et en fait c'est différentes méthodes. Le tout c'est d'être bien dans sa méthode et de croiser des gens. Et toi d'ailleurs, est-ce que tu as un truc par rapport au nombre de prises? Tu vois, pour un plan, moi, oui. Qu'est-ce que tu te dis? Comment tu ressens? Toi, donc tu dois avoir ça. Toi, ce que tu t'imagines quelque chose, parce que c'est aussi ce que veut un réalisateur ou une réalisatrice. C'est que moi, je pense que là, j'ai ce qu'il me faut. Ouais. À ce moment. Complètement. Non, mais moi, je cadre en plus. Ouais. Oui, toi, c'est vrai que tu cadres en plus. Je cadre. Donc, à un moment, j'ai le comédien qui est là et je ne suis pas perturbé par rien. Parce que c'est vrai que quand t'es au combo, tu vois, et que t'as la maquilleuse derrière, le chef-op qui râle parce que la maquilleuse qui dit, ah merde, c'est mise du mauvais côté, je sais pas quoi. T'es toujours perturbé. Moi, je suis là avec ma caméra, personne ne m'emmerde. Et je ne suis qu'à regarder le comédien et à recevoir ce qu'il me donne. Enfin, ce qu'il donne. Mais souvent, bizarrement, le fait de cadrer, le comédien souvent te dit, c'est à toi que je le donne. Ouais, je suis avec toi. Ouais. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à cadrer. Enfin, je veux pas. Si. Non, mais quand j'ai fait Nemo, j'ai travaillé donc avec Harvey Keitel. Et je vous raconterai si vous voulez ma rencontre avec lui. Ouais. Et tu vois, il y a le chef opérateur qui disait si, ça et ça. Et il disait non, attendez, Arnaud, ça te va? Est-ce que toi, ça t'allait? Et je lui dis oui ou non. Et il me dit voilà, c'est tout ce qui m'importe. Voilà. Je joue personne pour personne d'autre. Ouais. Je joue pour lui. Mais ça se comprend en fait. Ouais. Et du coup, tu dis ta rencontre. Ma rencontre, ouais, non, parce que. Avec Harvey Keitel. Ouais. Pareil, pour ceux qui le connaissent pas, allez sur Internet, vous allez voir, vous allez comprendre.
Ça a été une incroyable rencontre parce que j'avais en tête ce comédien et je me disais, bon, je l'aurais certainement pas, mais voilà, j'avais... Et quand j'ai dit à Boorman, je lui ai dit, écoute, voilà, j'aimerais envoyer le scénario à Harvey Keitel. Il m'a dit, écoute, laisse tomber. En plus, je veux dire, il va pas le faire. Et puis s'il le faisait, il va te faire chier. Et je l'ai envoyé quand même. Enfin, à son agent. Et 3 semaines après, je reçois un coup de fil d'Harvey Keitel. Allô, c'est Harvey Keitel. Et j'ai lu votre scénario. Vraiment, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup le scénario. Bon, je le ferai pas, mais j'aime beaucoup. Ah ouais. Je dis, mais pourquoi vous le ferez pas? Et il me dit, bah, parce que on se connaît pas, vous êtes français, premier film, franchement, je sais pas. Ouais. Il prend le temps de t'appeler, quoi. Il m'a appelé. Bah, ça, c'est les Américains, hein. Je veux dire, souvent, il y a quand même ce rapport un peu plus professionnel qu'en France. Toi, tu m'aurais jamais appelé. Moi, non, moi, vraiment. Non, impossible. Et donc, non, mais c'est vrai qu'il y a une simplicité outre-Atlantique pour ça. Il y a un truc, en tout cas, les gens... En tout point, d'ailleurs. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait au moins se rencontrer? Et il me dit, bah oui. Enfin, moi, j'habite à New York. Je dis, mais je vais venir vous rencontrer. Oui. Je suis parti à New York. Il m'a dit, bah appelez-moi quand vous serez là, etc. Donc, je prends un hôtel, je l'appelle, et je lui dis, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Oui, bah très bien. Donc on arrive, il vient dans le bar de l'hôtel. Puis là, tout très vite, il était un peu emmerdé. Les gens voulaient un autographe, voulaient un truc. Et il dit, bon, attendez, on va pas rester là, on monte dans votre chambre. Donc, d'accord, ok, on monte dans la chambre. Comme là. Hein. Et voilà, exactement. Et là, il sort le scénario. Et il me dit, comment vous allez faire la première séquence, là? Il n'était pas dans la séquence. Donc, je commence à lui... Et là, il était 4h de l'après-midi. À 11h du soir, il continuait à me poser des questions, j'étais exsangue. Et à un moment, il dit, on va manger un truc, hein. J'ai dit, oui, sortons de cette piole, allons manger un truc. Et il dit non, on commande un room service et on continue. Oh putain. Et là, à 2h du matin, il se lève, il s'allonge sur mon lit, il s'endort. Et là, je dis putain. C'est génial. Et je suis resté là comme un con. Tu vois, j'avais Harvey Keitel en face de moi qui dormait. Et je regardais, je dis mais qu'est-ce que je fais? Il se réveillait plus, quoi. Et à un moment, je me suis dit merde, mais finalement, c'est quand même ma chambre. Et donc, je me suis allongé à côté et on a dormi comme ça. Enfin, quelques heures. À un moment, il s'est réveillé et il dit excuse-moi, on commande un café, on commande un café. Et là, il me dit, écoute, je sais que je t'ai fait chier comme t'as jamais fait chier dans ta vie, mais je vais faire le film. Oh, wow. Et il a fait le film. Trop bien. Putain. T'avais quel âge? J'avais 26 ans. C'est beau. En fait, ça veut dire qu'en se rencontrant, en passant du temps, il s'est dit, oui, mais c'est ça aussi, tu vois, parfois, effectivement, j'étais pas connu, j'étais, totalement inconnu de lui, évidemment, et quand même, il y a eu cette curiosité, quoi. Enfin, en tout cas, il a accepté que, parfois, je trouve qu'en France, c'est plus compliqué, quoi. Oh oui. Moi, je préfère une rencontre comme là, tu vois. Je sais pas quel projet on fera avec Arnaud, mais je pense qu'en sortant d'ici, il y aura un texto. Mais au moins, voilà, tu t'apprécies et tu te dis, tiens, bah oui, c'est vrai, je les ferais bien, je les mettrais bien, ces deux-là, à Saint-Barth, tu vois, par exemple. On nous voit bien à Saint-Barth. Je sais pas, un truc assez marrant. Bon, après, ils se prennent la tête, je sais pas quoi, on rigole. Bon, après, on mange, on boit un coup. Si on mange, ça va, je viens. Ouais, un truc cool. Ah, voilà. Bon, ils sont au soleil. Attention, il y a bien les parasols, là, sur les acteurs, sur Laetitia et Fred. Je veux pas qu'ils prennent un coup de soleil. Oui, bien sûr, Arnaud, t'inquiète pas. Machin. Bon, voilà, on va faire la séquence où là, ils vont faire du jet ski. On va à Saint-Martin. On va sur l'îlet, à Pinel. J'ai beaucoup d'amis là-bas. On va manger un camembert rôti. Bon, je connais pas la séquence, mais c'est assez marrant. Ils mangent un camembert. Après, ça rigole. Après, après, ils s'embrouillent, mais c'est cool. Il y a une belle musique. On va être bien, là, 3-4 mois. Au soleil. Bah écoute, moi je pense qu'on peut l'écrire très vite là, celui-là. Hein, c'est assez vite. Hein. Ouais, et après, de toute façon, moi je crois beaucoup à l'impro aussi. Hein. Oui, bah oui, c'est tout ça. Je veux dire, on écrit une ligne ou deux par séquence et après. Ouais. Les plus grands font ça, on peut y aller. Et d'ailleurs, je rebondis un truc qui n'a rien à voir, mais qui est très intéressant, je pense, sur la série Fauda. Ouais. Comme c'est en hébreu et en arabe aussi. Tu m'avais parlé de ça quand on s'était vu. Qu'est-ce que je t'ai raconté? Vous avez fait une séquence avec le héros. Oui. Vous êtes dans un restaurant, comme ça, et chacun parlait dans une langue. Oui. Et je t'avais dit, moi, elle est folle, cette séquence. Je vois ce que tu veux dire. Cette séquence est folle. J'ai dit, mais l'émotion par rapport à ce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Et en même temps, tu m'avais expliqué quelque chose. Là, sur l'intensité de ce qui se passe. Parce qu'en fait, moi, toutes mes scènes sont quasiment avec le héros. Oui.
Ou l'anti-héros, ça dépend. L'autre, Doron ou Walid. Et en fait, lui a un père qui parlait arabe dans sa jeunesse. Moi, j'ai une mère qui parlait arabe, mais on ne le parle pas couramment, du tout. Moi, je comprends 2-3 trucs, mais vraiment, je parle pas beaucoup. Donc, sur le plateau, lui étant créateur de la série, acteur principal et en quelque sorte aussi showrunner, en tout cas vraiment au début. Il a très peu de temps en fait à consacrer aux répètes. Il n'y a pas de répètes, on n'a pas le temps de répéter. Puis en plus moi je suis arrivée, je les avais jamais vus, j'avais passé le casting depuis Los Angeles à l'époque et j'ai débarqué sur le plateau le premier jour, j'ai tourné, je ne les avais jamais vus. C'est ouf. Donc voilà. Et on travaillait le texte chacun de notre côté. Lui et moi, on a à peu près la même technique, mais je crois que c'est une technique partagée par maintenant plein de gens. On apprend, on réécrit en phonétique ce qu'on entend. En tout cas, moi, je fais comme ça. Ouais. Et au début, on n'est vraiment pas trop sûr de ce qu'on dit, mais on se dit, bon, ça doit être un nom, un adjectif, un verbe. Au début, c'est le flou total. Et puis après, on comprend vraiment. Mais tu avais quand même le texte, tu l'avais traduit, non? Tu l'avais pas... On me l'a traduit en anglais, juste mes passages à moi, même pas les didascalies. Mais par contre, ce qui était incroyable, c'est que d'abord, petite anecdote, je ne savais pas ce qui se passait avant dans mes scènes, ni après, parce que le scénario est en hébreu et en arabe. Je ne lis ni l'un ni l'autre. Donc moi, j'ai dû faire une totale confiance et beaucoup discuter, beaucoup négocier sur ce qui se passait, sur l'équilibre entre les deux camps, etc., sur l'humanité qui allait se dégager ou pas de cette série. Ce qui est vrai. Ça a été un gros pari pour moi de me lancer dans ce truc sans pouvoir lire le scénar. C'est quand même quelque chose. J'allais pas traduire 12 fois 45 minutes sur Google Translate. Tu vois, c'est pas possible. Et là, dans toutes nos scènes, il y avait cette beauté, cette intensité qui est que moi, j'ai travaillé sur mon texte énormément, donc je sais exactement ce que je dis, etc. Mais j'ai pas travaillé sur son texte. Il est en anglais, son texte, pour moi. Donc quand il me répond en arabe, je sais pas quand est-ce qu'il va finir sa phrase, puisque je peux pas deviner. Je peux pas deviner que j'ai pas un mot-clé de « Ah tiens, là, c'est fini ». Donc l'intensité avec laquelle on se regarde, donc l'émotion, là, elle ne peut que passer à 200%, quoi. Et c'était, en fait, c'était un cadeau, c'était magique. Ah oui, franchement, voilà. c'est ce qui se ressent. C'est ça qui se passe dans les scènes. C'est ça, tu vois, comme quoi Et oui, donc Arnaud, je rebondis, excusez-moi, je vous vois, mais vous avez tourné à l'étranger. Oui. Vous avez des choses à nous dire sur l'étranger. Je crois que vous avez tourné en Inde, vous avez tourné aussi à Sarajevo. Oui. Pendant la guerre, parce que les gens ont oublié qu'il y a eu une guerre, malheureusement. Ouais, Sarajevo, ça a été une expérience très, très particulière. Parce que... Comment ça vient, le projet, déjà? Le projet, au départ, c'est produit par Hervé Chabalier, qui était producteur de Capa. Et qui, lui, avait une émission, je sais plus comment il s'appelait, qui s'appelait 24 heures A. Et il avait fait un 24 heures à Sarajevo, mais c'était un reportage. Et l'un des journalistes ou l'un des personnages qui filmait était mort pendant le reportage. Et il a eu envie, je crois, de faire quelque chose autour de ça. Et il y a un scénario qui a été écrit, qui était formidable, sur des histoires vraies de soldats, d'abord qui étaient dans la force Pronu, donc les casques bleus, et qui n'en pouvaient plus de ne pas pouvoir faire quelque chose. Et il y a quelques types qui sont devenus des snipers, quoi, pour aller flinguer des mecs, pour défendre quelque chose, quoi, tu vois, être là pour... Et entre autres, il y a un type qui est tombé amoureux d'une Bosniaque. Et machin. Donc, le projet me vient comme ça. Et je lis le scénario, je trouve ça superbe. Je dis, mais comment on va faire ça? Et là, Chabalier me dit, il y a qu'une solution, c'est de le faire là-bas. Oh putain. Je dis, ouais, mais quand même. Et il me dit, voilà. Donc, on est parti. Je suis parti l'autorisation de le repérage. Je suis parti d'abord en repérage avec les journalistes de Capa. Où là, pendant 2 mois, j'ai repéré, j'ai regardé, j'ai rencontré des gens. D'ailleurs, j'ai vu des trucs en pleine guerre. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on parle de la pandémie, on dit on peut plus rien faire, etc. Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en pleine guerre, on me dit, est-ce que tu veux assister à une pièce de théâtre? Je dis, mais attends, la ville était minée de partout, il y avait le couvre-feu, etc. On a été dans une sorte de cave, et là, il y avait des spectateurs, et tout le monde avait une bougie. Ah oui, on nous avait demandé d'amener une bougie, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, et tout le monde a allumé la bougie, l'a posée sur le bord de la Seine, et le truc a commencé, moi, j'étais en larmes, quoi. J'étais en larmes, j'étais ému, et ça continuait, quoi. La vie continuait. Enfin, la vie artistique, déjà, au moins, continuait. Et tu te dis, bon, il y a encore de l'espoir, quoi. C'est ça qu'il faut pas éteindre. C'est ça qu'il faut pas tuer, justement, dans ces moments-là. Non, mais tu vois, parce que on est en pleine pandémie là, et là, on a l'impression que, voilà, on peut plus rien faire. Et tu te dis, heureusement que ces gens ont continué à faire quelque chose, tu vois. C'est là où, parfois, je me dis qu'on n'a pas forcément les bonnes attitudes, mais bon.
Parce qu'on peut être responsable, tu vois, par rapport à la pandémie, on peut être responsable. J'étais à Lisbonne, je trouvais les gens plus responsables qu'en France, par exemple. Ouais. Et donc, voilà, et j'ai rencontré des gens incroyables, parce que des techniciens, il y avait une partie de l'équipe qui était bosniaque, et des gens magnifiques qui travaillaient plus depuis, tu vois, des années. Et vous avez fait le film? On a fait le film. On a fait le film avec, il y avait quand même Giraudot, Mathilde Seigné, des gens, et tout le monde a joué le jeu, quoi. À part une personne. Je sais pas si j'avais raconté cette histoire. Bah, c'est-à-dire que quand on était là-bas dans une ville en ruine, hein, quand même. Ouais. Donc, moi j'étais, ma chambre avait j'avais juste une bâche en plastique comme fenêtre. Enfin, ouais, c'est ouf. Et une comédienne qui me dit, Arnaud, je pense que tu n'as pas lu mon parce qu'on maquillait Bernard Giraudot sur un tabouret comme ça, il y avait l'armée, il y avait tout. Ouais, c'est ouf. Protéger, mais c'est tout, quoi, tu vois. Et le soir, il me dit, je pense que tu n'as pas lu mon contrat. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il me dit, j'aurai une caravane. Une loge. Et là, j'ai dit, oui, mais là, tu as vu la ville, ça va pas être possible. Compliqué, ouais. Et du coup, on s'est un peu pris la tête et on lui a quand même trouvé une caravane. Qui avait la gueule de la ville. Non, et puis on avait surtout le flip. C'était sans arrêt le flip, parce que la ville a été minée, justement, ce que tu disais. Il y avait 2 500 000 mines dans la ville. C'est fou quand donc on avait... Non, mais alors, par contre, ce qui déjà d'avoir pu tourner, c'est fou. Ce qui était extraordinaire, c'est que donc j'avais 5 démineurs, et donc je disais, je voudrais que le comédien aille de là à là. Ah ouais. Et là, les mecs déminaient, et on en a fait sauter plein des mines. On a fait sauter plein. Et par contre, c'était génial. Les comédiens étaient toujours sur leur marque. Il n'y avait pas de problème, ils dépassaient pas. Hein, je veux dire. Oui, il n'y avait pas de il est où, on sait pas, j'ai pas trouvé la loge régie, j'ai pas trouvé la table régie, j'ai pas trouvé. Combien de temps vous avez tourné? On a tourné. Ça devait vous ralentir beaucoup. 5 semaines, non? On a tourné 5 semaines, 5-6 semaines peut-être. Ouais. C'était une expérience humaine en tout cas, très forte. Et du coup, évidemment, t'es dans des trucs comme ça, tout le monde est soudé, quoi. Et en Inde, t'as fait quoi? En Inde, j'ai fait une série. Faut que tu manges, Arnaud, entre temps. Oui. J'ai fait une série. Manger. Où là, alors là, on est encore dans un autre délire, mais qui se passait au XVIIIe siècle. Avant que tu nous racontes l'Inde, justement, pour que je te laisse manger, parce que moi j'ai fini mon plat. Ça, tu coupes, parce que les gens... Mais pour parler de moi un petit peu, qui est pas très intéressant, mais j'ai tourné le Marsupilami de Chaba au Mexique, et les Mexicains avaient dit, on était dans un petit village comme ça, avaient dit, tout va bien chez nous, mais il y a un seul truc dont il faut se méfier. Ah bon, c'est quoi? C'est la police. Ah, donc les gens dont il faut avoir peur, c'est la police? Ouais, voilà, c'est ça. Donc le soir, sortez pas, machin, tel village. Hein. Et évidemment, sur le tournage, il y a toujours un mec, on t'a dit, ne sors pas. Ouais. Les mecs, ils habitent là, ils sont là, ils sont d'ici. Tu sors pas. Pourquoi tu sors? Il sort. Et il rentre le lendemain matin. Il dit, putain, il m'est arrivé une histoire de ouf hier. Quoi, mais t'es sorti? Oui, je suis sorti, ça va, merde, on est français, on peut sortir, c'est quoi cette histoire? Exactement ça. Ah putain, je me suis fait arrêter par les flics, moi j'étais un peu bourré. En plus, on t'a dit de pas sortir, en plus tu rentres, t'es bourré. Oui, voilà. Et puis je sais pas, du coup ils m'ont raccompagné à mon hôtel, mais bon, ils m'ont demandé, donc j'ai donné mon argent, et puis ma montre, et puis... Oui, évidemment. Le mec, il est rentré quasiment en slibard. Voilà. Ouais. Donc c'était l'anecdote de l'étranger, mais ça faisait rire. Non, mais parce qu'effectivement, quand tu vas à l'étranger, il faut que tu t'adaptes. Oui, il faut faire attention. Comme il y avait, nous, dans la jungle où on tournait, des éloigneurs de serpents et de scorpions qui venaient te montrer toutes les demi-heures en disant « Ah, por favor, señor !» Et là, t'arrivais, tu venais voir le seau, et là, il y avait un serpent, il y avait un petit scorpion. Tu dis, putain, c'est quand même cool d'avoir des éloigneurs de bêtes un petit peu qu'on n'aime pas trop. Sinon, c'était très cool. Et les mecs, on dit quand même, vous, les Français, vous êtes top parce que il y avait, je sais plus qui, Mel Gibson, qui était venu tourner dans la même jungle qu'ils avaient loué. Et eux, les Américains, ils avaient dit, nous, on veut pas de bêtes, pas de machin. Ils ont cramé tout l'endroit où on tournait. Non. Ils ont brûlé tout le truc vite fait un coup de napalm. Ouais. Et pour que ce soit propre, quoi, nickel. Il m'est arrivé la même chose au Canada. J'avais choisi un endroit pour tourner, et il y avait pas mal de ce qu'ils appellent les mouches à chevreuil, les maringouins, c'est des mouches qui te piquent, et surtout qui t'arrachent des petits bouts de peau. Je dis, ouais, non, ça va être compliqué. Il me dit, non, pas du tout, non. Et les mecs, ils sont passés avec des hélicos insecticides, et ils ont tué pour 3 jours, ils ont tué toutes les... Non, mais du coup, tu te sens mal, quoi. Tu dis, voilà. Du coup, tu dis, oh merde, non, c'est pas possible. Quoi. Et à l'inverse, je me souviens que j'avais joué aussi un vieux dans ce film-là,
Et donc j'avais du maquillage, de la résine, de ça, une couche par-dessus de 5 heures de maquillage. Et on était dans un endroit, on disait, putain, mais c'est pas vrai, les moustiques. Et mais quoi, les moustiques? Putain, mais on n'arrête pas de se faire piquer. Et je te jure, comme j'étais habitué, moi, à être déguisé, à être maquillé avec cette couche, en fait, moi, je me faisais pas piquer. Parce que j'en avais jusque-là, jusqu'aux épaules et tout. Et après, j'avais mon costume. Même les mains, j'avais des trucs dessus. Et en fait, j'avais un anti-moustique. Donc, naturel de maquillage et de couche de résine en étant en vieux. Quand tu vas au Mexique, quoi. Et j'avais pas compris. On dit, putain, cet endroit, c'est fou, machin. J'ai dormi avec un gars, je n'ai pas dormi avec lui, il a dormi sur mon paillasson. Comment ça, t'as dormi avec un garçon? Mais ouais, dingue. T'es folle ou quoi? Ouais, je sais. Et ce serait bien que tu te remettes à la religion, hein. Il dormait sur mon paillasson, devant la chambre, avec une kalachnikov. Il dormait sur sa kalachnikov. Pour pas que je sorte. C'était dans les montagnes kabyles. T'es à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Non, c'était vraiment une ultra protection. Il voulait vraiment nous protéger. Il fallait rien qui nous arrive pendant ce tournage. C'était où, ça s'est très bien passé. Dans les montagnes kabyles. D'accord. Et ça s'est très très bien passé, c'était super, mais c'était très bizarre on pouvait pas aller, par exemple, au cybercafé, le mec il venait avec son flingue dans le caleçon et il dormait avec sa calache pour pas que j'aille même faire pipi sans le réveiller, quoi. C'était vraiment... C'est marrant, quoi. C'est des trucs... Bon, quand tu vois le nombre de pays où on se retrouve pour tourner des trucs. En Inde, tu sais ben justement, je te relance sur l'Inde, mais il y a en ce moment une adaptation de Fauda en Inde. Ah oui? Ils font l'adaptation. Ouais. Alors je leur ai dit, pas de problème, hein. Moi, hébreu, arabe, hindi, ce que vous voulez. Je danse très bien. En plus, toi, tu danses, tu chantes. Non, je danse pas très bien. Si, dis que tu danses bien. Ouais, je danse bien. Et non, mais voilà, avec des stars indiennes, ça va être génial. Mais, du coup, tu l'as pas fait, toi? Je peux mourir un peu. Oui, tu peux cracher même. Tu veux de l'eau? Non, mais j'avais un grain de riz de travers. Ah bah voilà. Je vous jure, j'ai pas le coronavirus. J'ai été testée. Ah oui, non, donc ils t'ont pas pris dans le casting? Non, mais j'ai même pas demandé. Enfin, c'était drôle. Mais ils font une adaptation, c'est bizarre. Non, mais vraiment, mais nous on a été dans une espèce de podcast, de live. Comme ça s'est beaucoup fait pendant le confinement, avec les gens qui vraiment produisent en fait ça, les producteurs et les vendeurs originaux de Fauda et les Indiens. Et donc à un moment, j'ai pas pu m'en empêcher, je leur ai dit quand même, les gars, si vous voulez, je vous le fais en hindi, y a pas de problème, quoi. Et non, mais c'était une blague, mais leur but c'est de prendre, j'imagine, des stars indiennes et ça va cartonner parce que eux, ils ont un conflit qui est similaire en fait avec l'une des régions d'Inde. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, voilà, j'ai un petit doute. Mais... oui, non, mais c'est ça. Et donc, pour eux, ça résonne beaucoup, quoi. C'est très clair pour eux qu'ils associent ça à ce conflit-là. Donc, c'est un des pays où ça a énormément marché. Je reçois des messages d'Inde, je sais pas, 10 par jour, quoi. C'est vraiment un truc. Ah non, mais de toute façon, en Inde, parce que moi, quand j'ai fait la série, je voulais. Ah merde, comment il s'appelle? Une star indienne. J'avais donc des rôles d'Indien. Arte, non? Pour Arte et France 2. Ouais. Et qui s'appelait comment, tu nous l'as dit? Rani. Ouais. Rani. Ah, c'est ça. Ouais. Mais t'as vu, on mange avec quelqu'un de bien. Bah, je sais, c'est pour ça que tu me parles je pensais même pas qu'il me répondrait. Après, hein, je m'en reparle. Hein, Mais non, c'est pas ça. C'est que je dis, je voudrais. Ah merde, merde, ça m'énerve de plus. Je suis pareil avec les noms. Bon, enfin, une grosse star indienne. Je dis, on pourrait lui proposer ça. Oui, et je me disais. C'est la star indienne en plus. Les producteurs indiens me disent non, mais là ça va peut-être être difficile. Je dis mais pourquoi? Pour moi, bêtement, je me disais quand même le niveau de vie en Inde est plus bas qu'en France, donc il va pas quand même non plus coûter plus cher que Daniel Auteuil ou que Shahrukh Khan, exactement. Voilà. C'est bon, toi. Et ils me disent mais attends, mais tu sais qu'il est payé 5 millions d'euros par film. Je dis quoi 5 millions d'euros? Mais où est mon budget? Mais c'est 3 fois plus que Daniel Auteuil. Oui, mais lui, quand il passe au cinéma, il fait 120 millions de spectateurs. D'un coup. Voilà. D'ailleurs, quand tu vas au cinéma en Inde, c'est incroyable. C'est génial. J'ai hâte d'y aller. Quand tu vas en Inde, tu vas au cinéma, et ce qui est complètement dingue, d'abord, les cinémas sont toujours bondés. T'as 2000 personnes, 1500, 2000 personnes dans la salle. Les noms apparaissent, bon, toi, tu comprends pas, mais je veux dire, les noms apparaissent comme ça, et t'as la salle, waouh, qui se lève, mais t'as l'impression d'être dans un concert de rock, quoi. Tu veux dire, c'est ils acclament délirant. leur star, complètement. Bah, il y en a plein qui ont des temples, des trucs, alors. Ah ouais, c'est génial. Moi, je veux aller en Inde. Et lui, tu l'as rencontré, Non, je l'ai pas rencontré. Je l'ai pas rencontré. Mais non, parce que c'était pas la peine, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Il était trop cher. Ouais. Et d'ailleurs, je passais tous les jours devant sa maison, quand j'étais en préparation, et un jour, on passe, et on n'arrivait d'ailleurs plus à passer avec la bagnole. Il y avait des milliers et des milliers de personnes devant la maison. Je dis, oh merde, il est mort.
Et là, le mec, le chauffeur me dit, mais pas du tout. Il sort de chez lui. C'est son anniversaire. Et il va apparaître au balcon. Oh là là. C'est Génial. Je vais Délirant. commander ça pour mon anniversaire. Et Balcon. dernière anecdote sur l'Inde où justement on tournait dans un palais d'une vieille dame qui avait 94 ans et on avait installé un décor, etc. Et tout d'un coup il y a un monsieur qui vient me voir au bout de 2-3 jours de tournage qui me dit faut que je vous dise la dame vient de mourir. Je dis ah bon, on va s'interrompre pour que si vous voulez faire passer le corps ou un truc comme ça. Elle dit, pas du tout. On va exposer son corps dans votre décor pour que toute la région vienne. Je dis, mais attendez, c'est pas possible, là, on tourne. Elle dit, oui, mais c'est sa maison. Et je dis, oui, c'est vrai. Mais du coup, ils ont mis le corps, ils l'ont mis dans le décor, parce qu'elle aimait beaucoup votre décor, elle me disait. Et toute la région est venue comme ça. Ouais, on a été obligé d'arrêter de tourner, évidemment. Pendant 2 jours, c'était terminé, quoi. Et toi, tu vas partir en Inde, là, alors? Non, je sais pas, j'aimerais bien, c'est marrant que tu me dises ça. On m'a proposé un projet en Inde, mais qui est complètement fou. Et donc, je sais pas, on va voir si ça se fait ou pas avec la pandémie. Voilà, on attend de... Là, pour l'instant... ça y est, il paraît qu'ils ont déjà le vaccin, donc... Non, là, ils sont... moi, j'ai des amis là-bas, ils se déconfinent tranquillement, mais d'autres me disent qu'ils ont très peur d'une deuxième vague, donc de leur deuxième vague à eux, on va dire. Et puis une autre amie me dit mais on peut pas en fait reconfiner, il y a des gens qui n'ont même pas de maison en Inde, il y a un nombre incroyable de gens donc c'est hyper compliqué. Mais je sais pas, on verra. Mais si ce projet se fait, j'aimerais bien y aller, notamment pour découvrir l'Inde. Toi, t'es resté combien de temps en Inde? Je suis resté 8 mois. Ah oui. En plus, on a traversé l'Inde en entier, puisqu'on a démarré, je préparais à Bombay et à Delhi. On a démarré dans le Rajasthan. Après, on est passé dans le Kerala, justement. Et ensuite, on a été en dessous Pondichéry, on a traversé toute l'Inde. Ouais, alors, les équipes indiennes, c'est quand d'abord les mecs qui savent vraiment faire leur métier parce qu'ils font des films. Le nombre de films qu'ils font. Ils font plus de films que nous. Je veux dire, ils font 800 films de cinéma par an. C'est dingue. Je sais pas combien de téléfilms, de pubs, Ouais, parce que moi, c'est ce que j'avais senti au Mexique, c'est que c'est pareil. C'est qu'en fait, ils font des trucs. En fait, ils ont les télénovelas, Ah ouais, au Mexique aussi. Oui. Et en plus, ils ont la déconnade. Européenne, on va dire, en tout cas française, espagnole, italienne, ils ont cet état d'esprit et ils ont le professionnalisme des Américains. Donc en fait, c'est le rêve. Sauf que en Inde, alors je sais pas comment c'est au Mexique, mais en Inde, on avait une équipe technique de 300 personnes, quoi. 300 personnes. Mais c'est pas toi qui m'as raconté qu'il y avait différents par rapport aux cantines. Ah bah si, alors ça c'était. Ça c'est fou ça. Ça déjà un truc complètement dingue. D'abord on avait 5 cantines. Laetitia qui va aller tourner en Inde, écoute ça. Et donc c'est par caste. J'allais te le dire, je voulais pas y croire. Si, et malheureusement si. Alors nous on était évidemment dans la cantine des Maharajas. Et puis après, t'avais jusqu'aux intouchables pratiquement. C'est dingue que ce soit accepté encore. Non mais surtout qu'en principe ça n'existe plus, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, de toute façon. Et c'est comme si l'apartheid n'existait plus aux États-Unis, tu vois. Oui, mais une fois j'étais mangé dans la cantine la plus basse, quoi. Et là je rentre, c'était d'ailleurs pas mauvais, il y avait pas beaucoup de choix, mais c'était plutôt pas mal. Et d'un coup je me rends compte que personne ne mange. Ils attendaient que t'aies fini. Ouais. Et là l'assistant indien, j'avais aussi un assistant indien qui m'a dit, écoute. On va sortir parce que sinon ils vont pas manger. Parfois on peut pas perturber en fait les ordres établis. Exactement, c'est ça qui est fou, quoi. C'est ça qui est fou. C'est flippant. Ouais. Enfin c'est tellement loin. Et alors autre chose, c'est quand tu sais, on avait un avion pour nous, on avait un Airbus, puis on avait vraiment un Airbus pour nous pour faire toutes les et il y a le chef-op qui était français, il y a le stagiaire combo qui vient s'asseoir à côté de lui, alors lui il était en business. Le stagiaire combo vient s'asseoir à côté de lui. Il dit, bon, pourquoi pas, je m'en fous. Et il dit, mais où est le caméraman? Il dit, le caméraman, il est en seconde, en économie. Il dit, mais pourquoi? Il fait pas partie de la même caste. Ah oui. C'est-à-dire que, par contre, sur le plateau, il était stagiaire combo. Mais socialement, il était plus haut que le cadreur. Énervant, ces choses-là. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a... Comment ça est arrivé dans ta vie, ça? Rani, tout ça? C'est arrivé par un producteur. Après un podcast, je crois. Après un podcast avec... Et de grandes choses nous attendent, Fred. Voilà, oui, exactement. Voilà. D'ailleurs, c'était je crois que c'était ton premier podcast, d'ailleurs. Ouais, non, c'est arrivé par un producteur qui s'appelle Alain Clerc. T'as participé à l'écriture aussi? T'as pu intervenir? Je suis intervenu, mais il y avait déjà vraiment un scénario qui était écrit. C'est génial. T'as eu des belles choses, hein? Des belles choses à venir aussi?
Bah écoute, j'espère C'est bien. là qu'on essaie de se placer. Bah, complètement, La j'espère fameuse bien. série à Saint-Barth. Ah bah oui, voilà. Ah, il y a celle-là, ouais. Bah surtout qu'on va Mais l'écrire non, vite. pourquoi on n'irait quoi. pas au Mexique après tout? Il y a des parasols aussi On peut là-bas. retourner au Mexique. Moi, Ah j'ai oui, jamais c'est très vu. bien. Moi, je connais pas le Mexique. c'est vrai Ah, Non, c'est je suis allée au magnifique. Chili Non plus, j'ai jamais été pour au un Mexique. festival. Moi, j'ai fait Mexique, Colombie, c'est magnifique. Mexique. Bah alors, allons au Mexique. Elle est Ouais, vendue. Mexique, On signe ouais. ça, Mexique. Toi, tu connais, donc ça. Ouais, mais Ou à après, c'est côté, pas... t'as un peu de trucs. En même temps, si Non, tu mais parles c'est bien parce que c'est vrai espagnol, que tu vas nous. Non, mais parce que Saint-Barth, ça fait partie des Antilles françaises, Saint-Barth-Saint-Martin, et personne tourne là-bas. Allez, c'est bizarre. Saint-Barth, d'accord. Tu vois, et après, on peut même aller Guadeloupe, Martinique, bon, c'est connu aussi, beaucoup plus connu. Donc, il y a pas mal de tournages, mais on peut se faire un peu un quatuor où tu restes un peu, Oui. tu vois, 10-12 mois, où tu t'installes. Il faut avoir un peu une vie, tu vois, tu vas à la Oui, poste, bah tu as ouais. des recommandés, tu vas chercher ton recommandé, les jours où tu tournes pas. Poste-restante, c'est un Je veux dire joli que mot. tu es à 9 heures d'avion d'ici, bah t'as la poste, c'est français. Il y avait un Qui est mec déjà qui était allé, venu donc. vendre des épices. tu connais bien. Mais je suis pas allé en tournage. Ah oui. Moi, je pense qu'il y a des Bah, trucs il à manque faire. ça. Ouais, je suis d'accord. Parce que tout le monde manque de soleil. Hein. T'es en tournage de en ce vitamine moment D. ou pas Toi Là, moi, j'ai pas trop le droit de dire ce que D'accord. je fais. Ah ouais, bah Ce ouais. que tu voilà. sais. Ouais. Non, là, je Tu suis peux ne pas dire ce que tu fais. Ouais, là, je suis pas en tournage. Je viens de finir un tournage en Bourgogne, justement. Ah. C'est pour ça qu'on boit du Centenay Premier Cru du domaine Chevreau, C'était bien. pour ma part, qui travaille en biodynamie. Excellent, ouais. ça, On a c'est tourné dans le c'est domaine. bien. La biodynamie, la lune Ouais. et la musique. C'est génial. Vous avez pas vu les derniers trucs incroyables prouvés cette fois-ci? Non, mais vraiment. Quoi Comme quoi, bah en fait, il y a des séquences musicales qui sont produites. Vous avez pas vu le film L'intelligence des arbres? Ah, on vient de chercher les Ah t-shirts. voilà, je sais. Non, mais c'est toujours comme ça. Dès que je commence à partir en sucette, comme ça, Ouais. voilà. Bon, C'est pas grave, Laetitia, tant pis. Alors, on alors prendra allez pas sur de dessert. Wikipédia, les gens, et regardez l'intelligence des arbres. On nous explique les séquences Ah oui. protéiques, produites par les protéines, et les échanges comme ça électriques et plein de choses. Dans les plantes, en fait. Entre les plantes, les Ouais, arbres. entre eux. Et donc, ça, tu peux créer j'ai une pas vu séquence le temps musicale, puisque tout est vibration, donc par là, voilà. Et quand tu diffuses, en fait, ça dans les vignes, quand tu diffuses ces séquences-là dans les vignes, dans les arbres fruitiers, etc., si tu veux, par exemple, lutter contre le charançon, contre le je ne sais quoi, il y a plein de choses, et ben ça fonctionne. Et ils n'ont plus besoin de pesticides. Et là, ça devient quand même C'est très le sujet intéressant. Mais est-ce que tu as biodynamie. parlé de ça, de la bio. Ah oui, tout à fait. Non, moi, tu vois, dans ma vie, j'adore ça, donc c'est pour ça que je Non, parle mais tout là, le temps. Je tu fais pas je exprès, me con parce que là, je m'emballe. Laetitia dit des choses intelligentes. Moi, je raconte Non, que mais- des anecdotes à la con. Pas du tout, en plus, non, mais je l'ai vu récemment parce que je voulais absolument le montrer à des enfants. Non, Je mais, trouve que c'est important que ces générations-là partent sur de Non, bonnes mais c'est bases. génial. Tu fais ce que Oui, tu mais peux. j'y crois en plus. Mais Moi, ça je le sens, marche ouais. en fait. Après, c'est un travail sur nous-mêmes qu'on doit tous faire, mais ça marche. Moi, je vois pas plus tard que ce matin, j'étais en voiture pour emmener une personne qui fait partie de ma famille dans une école, voilà. Hein, je parle pas de ma vie privée. Hein. Et donc, ce matin, j'ai été dans mon bon droit où en tout cas en France, quand vous venez d'une rue priorité à droite, celui qui arrive de s'arrêter. Là, ne s'arrête pas, me fait appel de phare et des gestes où tu sens que Ostentatoire. ce qu'on a tous fait, hein, parce que t'es mal réveillé, machin. Et moi, comme j'étais dans une très bonne dynamique, il faut s'encourager tous à être là-dedans, mais c'est très dur, hein, attention. Hein. Là, c'est facile parce qu'on boit un coup, on mange, on est bien, on est dans un univers très positif. Mais le matin, donc lui était grognon, le monsieur. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai klaxonné, il baisse sa vitre et je lui dis, monsieur, excusez-moi, je ne vous ai pas vu arriver, je crois que je sais pas ce que j'ai fait, je crois que je suis passé très vite et vous avez eu peur et j'en suis désolé, je veux surtout pas vous gâcher la journée. Évidemment que je mens. Décontenancé. Mais je mens pour le positif. Ouais. Et là, je suis fier de moi qui suis... parce que je suis un gros con, hein, sinon... je suis... voilà. On n'en doute pas. On peut prendre les nerfs. Bien souvent, on prend les nerfs, on s'énerve pour rien et on regrette en plus après. Et là, il me dit, ah non, mais il n'y a pas de souci. Et il sait. Et ça, si on faisait tous ça tous les jours... Ah ouais. Après, c'est facile à dire, hein, parce que combien de fois, moi-même, j'ai fait l'inverse et j'ai klaxonné et machin. Mais ça pourrait être une solution pour, bien sûr. pour le vivre ensemble de 2021. Parce qu'en 2021, D'accord. attention, tout est réglé, tout est fini, il Mais n'y a oui. plus de problème. J'ai vu une astrologue l'autre jour qui m'a dit, ah ça y est, c'est fini. Ça y est, c'était un mauvais moment à passer, elle m'a dit. Et elle a dit, Fred, vous allez voir... Enfin, je ne suis pas allé la consulter, hein, je l'ai rencontrée dans la rue comme ça. Et elle m'a dit, Fred, vous allez voir, 2021, c'est fini, tout ça. Ça y est, Ouais. enfin, J'ai vu tout va aller. Une petite phrase très, Tout ira bien, très mec. marrante qui dit comment faire le monde d'après avec les cons d'avant. Voilà. Oui. Donc je pense qu'en 2021, tout le monde il est beau, il est gentil. Il ouvre sa fenêtre et il dit à l'autre, je suis désolé. Ouais, et puis on est tous le con de l'autre aussi. Hein. Ah C'est ça qui est génial. c'est sûr. Il y a une phrase d'Aragon que je trouve magnifique, qui est je vous aime
avec une précision telle que vous prendriez ça pour de la méchanceté. Waouh. Ouais. Oh, qu'elle me va bien, celle-là. Elle est pas mal. la Hein. Moi, j'allais prendre à dire, il mon faut une compte. phrase pour conclure. Elle est géniale. Mais alors là, j'ai pas de phrase pour conclure, mais alors celle-là, elle est belle. Hein. Ouais. C'est aussi très très beau d'aimer une personne précisément en sachant aussi ses défauts Exactement. et en les aimant Et aussi. voilà, exactement. en les Et c'est pour ça acceptant. que j'avais jamais entendu cette phrase, je la Bah, trouve très très belle. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Bah, souviens-toi, voilà. Tu peux la redire, Arnaud? Je vous aime avec une précision telle que vous prendriez ça pour de la méchanceté. Ah, je peux te dire que le niveau, là... De toute façon, je le savais. Quand il a dit « oui, je viens », je savais que ça allait être... On va peut-être même s'arrêter après ce podcast. Ouais. On pourra pas... Faut être au niveau. Non, mais c'est vrai que c'est important aussi d'avoir du second degré. Parce qu'on est tous chafouins, grognons, de mauvaise foi. Mais oui. Moi, je ouin-win souvent. J'aime beaucoup ce mot. Du quoi? Je ouin-win. Ouin-win. Ça veut dire je fais ouin. Ouais. Je me plains beaucoup. Je ouin-win, mais jamais en public. Beaucoup en privé. C'est-à-dire toute seule ou avec... Non, avec ceux qui m'entourent, quoi. ceux qui t'entourent. Ouais. Après, Devant ta webcam. mon webcam et T'enregistres. mes amis Instagram. Je sais pas si on a une conclusion. Alors Arnaud, tout à l'heure, il nous avait fait une phrase de ouf, mais finalement, on a continué à parler. Mais Et si c'était tu- intéressant. Moi, j'ai envie de dire que... Saint-Barth, quoi. Je veux dire. Ah voilà, tu vois, on voit le mec, On on y voit revient, le on y réalisateur, l'auteur. Saint-Barth, destination Saint-Barth. Mais oui, plaisir. Total impro. Tout à la fois à Saint-Barth, ouais. Et on réécrit pas le texte. Et on ne réécrira pas, ouais, par derrière. Non, j'étais en train de penser que si un jour je fais un truc, j'emprunterai ta voix, je pense. T'as vraiment une voix incroyable. Ah oui. C'est vrai qu'il y a Puis une j'emprunterai voix la tête de incroyable. Fred. Puis je mettrai ta voix dans la tête de Fred. Puis on fera Et un sur le super corps film d'Alex. d'Alex et on fera un super film. Mais alors, on t'a jamais proposé de faire le biopic de Macron? Et le biopic de Macron, ouais. Je sais pas pourquoi. T'as pas les... Tu crois Si pas? Non, je sais pas, non, mais je sais pas, Merci. j'ai pas de capacité de projection là, sur ce truc-là. Je sais pas, non, mais écoute, il a quelque chose. Hein, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, je suis influencé parce qu'on n'est pas loin de l'Élysée. Je sais pas, il y a un truc. Bah ouais, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Bah, je vais vous le Non, faire non, déjà. je suis sûr qu'il pourrait faire, Macron. Hein? Je vais l'imiter. Hein. Vas-y. Bonjour. Ah non, pardon. Bah non, je vais pas le faire. On finit sur une... Vous voulez finir sur une phrase ou pas? Oui, Tiens, finis-toi. je sais pas si je conclue. l'avais Ah, dit. t'avais préparé? Non, je sais pas. Non, mais j'en avais une. Attends. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Jacques Prévert Ah. et Baudelaire, celui qui ne Oui, parce boit que Baudelaire n'était pas très heureux. que de l'eau a un secret à cacher. Who drinks only water has a secret to hide. Et ça, Moi, je suis c'est bilingue. Hein. Baudelaire. Donc, Ça, c'est Baudelaire. Ok. Et il a bien Ce qui raison. prouve qu'on n'a rien à écrivain cacher. en nous, anglais, hein. c'est bien. Nous, on n'a rien à cacher. Hein. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production, Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.